Bonjour, je m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire dans 2 livres que j'ai logiquement intitulés « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à ceux qui partagent la même passion que moi. Bonjour Nicolas Seguin. Bonjour Benjamin. Alors Nicolas, peux-tu tout d'abord te présenter ? Je m'appelle Nicolas Seguin, j'ai 45 ans, je suis né en 1979, j'habite Paris et je suis supporter du Paris Saint-Germain et autrement dans ma vie professionnelle, je travaille dans l'accompagnement au changement. D'accord, ça, c'est pas mal, ça. Beaucoup de changements au Paris Saint-Germain régulièrement. Je pourrais servir au Paris Saint-Germain, je lance une candidature si besoin. Ah ben voilà, le CV est envoyé, on y reviendra, tiens. D'abord, est-ce que tu peux me dire d'où te vient ton attrait pour le football en général ? Alors, contrairement à beaucoup de gens, moi, j'ai pas eu de transmission. Au sens où j'avais pas un papa ou une maman qui était axé sur le sport. Avec mon frère, j'ai un plus jeune frère. On a grandi dans une famille très aimante, mais qui était pas du tout portée sur le sport. Et il se trouve que, comme beaucoup de petits garçons, on a commencé à jouer au football à l'école. Et puis, j'ai eu une journée spéciale où j'ai eu une ouverture sur le football qui m'a vraiment marqué. C'était en 1986, donc j'avais 7 ans. Et j'ai eu la chance de partir en vacances avec mes grands-parents. On était dans le sud de la France et qui dit 1986 dit Coupe du Monde au Mexique. Et ce fameux match quart de finale contre le Brésil, où j'ai pas vraiment de notion de ce qu'est le football. Je fais joujou avec la baballe à l'école, sous le préau comme beaucoup d'enfants, mais j'ai pas cette notion d'organisation, de championnat, de stade, de repères, d'équipe. Mais par contre, ce soir-là, ce qui m'impressionne, c'est l'enthousiasme dans les rues. Suite à la victoire, on entend les klaxons, beaucoup de monde dans les rues, et ma grand-mère et mon grand-père m'emmènent pour descendre dans la rue, et la première réaction que moi j'ai, c'est mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout le monde est heureux ? Pourquoi tout le monde fait la fête ? Et ma grand-mère m'explique que pendant que j'étais en train de jouer, l'équipe de France a gagné contre le grand Brésil, et ce qui était un exploit pour l'équipe de France à l'époque. Et ma première réaction, c'est pas d'être content nécessairement pour la France, mais de lui demander mais c'est quoi le Brésil ? Et ma grand-mère me dit mais c'est un autre pays, c'est ceux qu'on a battus, c'était les plus forts au foot. Et moi la première réaction c'est mais c'est terrible pour eux, pourquoi tout le monde est heureux, ils doivent être tristes. Et première pensée c'est de penser aux Brésiliens. Et ça a l'empathie pour eux finalement. Exactement. Déjà, tout petit. Et de me dire mais si nous on est heureux, qui est là pour eux quoi. Et ça a été le début d'une recherche sur le football. Et après moi ma culture football elle a été faite avec mon frère à travers le peu de choses qu'on avait à l'époque, pas internet. Donc c'est téléfoot le dimanche matin, quand on arrive à convaincre le père de mettre la chaîne. C'est l'abonnement à 11 mondial, c'est la découverte de ces clubs en Europe, de la force des Hollandais à l'époque, et puis la possibilité d'avoir les adresses des clubs de foot dans le 11 mondial. Alors avec mon frère, on commence à écrire des lettres qui partiront jamais, que ma mère n'a jamais envoyées, mais pour nous, elles partaient. On espérait intégrer le grand centre de formation de l'Ajax, et on descendait tous les jours pour jouer en la cour après les devoirs de la résidence pour s'entraîner, pour intégrer ces grands centres de formation. C'était un peu comme une lettre au Père Noël en fait. Exactement, et le football, ça a été cette découverte, après avec des amis qui eux avaient une transmission, une connaissance. Mais c'est vrai que ça s'est fait sur le tard et je me suis construit tout seul là-dessus sur une culture football. Alors tu m'as dit 1986, ça fait penser à la Coupe du Monde. Moi, ça m'a fait penser au premier titre de champion de France du Paris Saint-Germain. Tu vois, on n'a pas les mêmes références. Exactement. Alors justement, comment le petit gars donc de banlieue parisienne, dont son père n'a rien à faire du PSG et du football, comment toi t'es venu au Paris Saint-Germain alors ? Alors moi c'est un peu un chemin tortueux parce que suite à mon début au football, ma connaissance sans en pratiquer, je suis attiré à travers Téléfoot par un reportage sur un joueur qui est Georges Weah, qui est à l'AS Monaco à l'époque, avec le fameux Youssouf Fofana aussi qui m'attirait énormément. Et en fait, j'ai même pas conscience qu'il y a un club près de chez moi, à Paris, qui a le Parc des Princes. Même pas qu'on a gagné un championnat en 86, ça me passe au-dessus de la tête. Et par contre, quand je commence à suivre, c'est la fameuse année de Georges Weah à Monaco et le transfert au Paris Saint-Germain. Et je dis, mais il va où mon joueur préféré ? Le Paris Saint-Germain, mais c'est un club qui est juste à côté de chez moi. Moi, j'habitais en banlieue parisienne dans l'Essonne à l'époque. Et il y a
coup de projecteur sur ce club qui est juste à côté de chez moi, ça me paraît comme une évidence. Et là, forcément, j'ai plus Dieu que pour Georges Weah et l'équipe du Paris Saint-Germain, en ayant en plus la chance d'être à un moment où le club est repris par Canal+, où il y a les premiers gros investissements et où on fera des grandes épopées en Coupe d'Europe. Donc il y a tous les ingrédients pour être fier de ce club, me sentir totalement supporter parisien. Alors Weah qui avait failli pas venir d'ailleurs au PSG, il y avait une affaire avec l'allemand Jürgen Klinsmann. Et même avant ça, logiquement, c'est Risto Stoïkov, le président du Barcelone, qui refuse. Après, on essaie de se rabattre sur le Klinsmann de mémoire, mais les salaires sont trop importants. Et finalement, on récupère Georges Weah, puisque Klinsmann va à Monaco. Non, déjà des transferts à plusieurs bandes. Exactement. Donc du coup, toi, ça t'arrangeait bien alors. Exactement, sauf que à ce moment-là, le Paris Saint-Germain commence à avoir de l'engouement. Avec l'engouement, il commence à avoir des histoires qui sortent dans la presse. Forcément, ce qui intéresse la presse, c'est beaucoup plus la violence et tout ce qui peut se passer en marge des matchs. Donc, ça fait très peur à mes parents. Et moi, à ce moment-là, encore une fois, pas d'internet, je sais pas comment ça fonctionne. Et mon père arrive à me faire croire que le Parc des Princes est interdit avant 16 ans. Ah. Donc, il n'est même pas la peine d'y aller. C'est pas possible de toute manière. J'ai même pas la présence d'esprit de remarquer qu'il y a bien des jeunes dans le stade quand je regarde à la télé, mais c'est pas quelque chose qui me passe par la tête. Je me dis, tant pis, il faudra que j'attende 16 ans. Sauf que, manque de bol pour lui, à ce moment-là, le Parc des Princes a encore un peu de mal à se remplir. Et il y a une grande politique qui est lancée par les propriétaires et Canal+, qui consiste à offrir des places aux collégiens. Et l'idée est très bonne, puisque c'est de faire venir des jeunes au parc et de leur donner le goût. Et je gagne un cross au collège, j'ai 2 places pour aller au Parc des Princes, et je veux pas les prendre au début, parce que je dis au prof, c'est inutile, j'ai pas le droit, j'ai pas 16 ans. Et il se marre, et il me dit, reparle-en avec ton père, je pense qu'il changera d'avis. Et en effet, je rentre un soir très fier, papa, j'ai les 2 places. Et là, je vois mon père qui devient tout blanc et qui dit à ma mère, bon, il n'y a pas le choix, va falloir y aller, et ça sera mon premier match au Parc des Princes. Donc tu vas avec ton papa ? Mon papa, 2 amis à nous et mon frère. D'accord. Sauf que j'ai un père qui ne connaît pas le Parc des Princes et comment ça fonctionne, et qui pense que c'est très facile de se garer. Donc on part, je crois, 40 minutes avant le match de Quincy sous Sénart dans l'Essonne. Et résultat, on loupe la première mi-temps, le temps de trouver une place, de se garer. Mais ça reste des souvenirs incroyables, parce qu'on arrive à se garer et on est en 92, c'est le dernier match de Joël Bath, c'est PSG de mémoire, soit Toulon, soit Nice. Non, c'est Nice. Et oui, c'est Nice, parce que la première chose que je vois, c'est quand on arrive au Parc des Princes et qu'il y a un match avec la lumière au niveau du ras du sol, on voit des morceaux de terrain et je vois la silhouette de Christian Pérez à Nice à ce moment-là. Et tout de suite, je reste ébahi. Mon père continue à avancer. Il est obligé de revenir me chercher parce que moi, je suis resté bloqué, quoi. Limite à regarder le match de là. Et finalement, on rentre dans le Parc des Princes. Et puis là, il y a une deuxième claque parce que tu montes tous ces escaliers. Et comme beaucoup qui se reconnaîtront, tu arrives et tu vois la grandeur de ce stade. Et c'est juste incroyable. Et c'est des souvenirs. Et ce que je me rappelle, c'est que le premier quart d'heure, je regarde même pas le match. Je suis obnubilé par ces supporters. De mémoire, on est en tribune K. Donc on a Boulogne sur notre gauche, Auteuil en face qui commence à vraiment se lancer. Et puis ce spectacle qui est autour de moi que je pouvais pas imaginer à la télé, quoi. Et ça reste un souvenir incroyable pour moi. Après, tu y retournes régulièrement ou ton papa il dit bon, je t'ai emmené une fois, c'est bon. Après, de mémoire, il y a 2-3 fois jusqu'à l'âge de 16 ans où j'ai à nouveau des places gratuites, sauf qu'après, le PSG réussit son opération, le stade se remplit, il faut payer ses places, et puis il faut y aller en autonomie, et je commence à vraiment y aller vers les premiers matchs 15-16 ans avec des amis en autonomie, on prend le train. Avec des amis qui eux sont plus habitués parce qu'ils connaissent les rouages du Parc des Princes, ils savent comment que ça se passe, comment avoir des places au dernier moment au marché noir, et puis eux ils ont plus l'habitude, donc ça rassure mes parents. Et puis oui, on commence à y aller régulièrement, notamment pour les gros matchs. Je vis mes premiers PSG-OM, non sans peur parce que j'étais pas habitué à ça du tout. Et puis c'est le début, quoi, d'une longue histoire derrière. C'est quoi les premiers gros matchs que tu as vus au Parc des Princes ? Le vraiment gros match, ce que je considère vraiment comme un gros match, c'est le fameux PSG Parme en 96. Ça, c'est un match qui me marque. Quart de finale de Coupe des Coupes. Ouais.
Et les clubs italiens à l'époque, c'est la référence, hein, ça rafle tout. Il y a le fameux Risto Stoïkov qui est en face. Il y a un souvenir aussi pour ce match retour où, de mémoire, on a perdu 1-0 je crois à l'aller ou 2-1 il me semble. Et on a les CRS qui venaient pour la plupart de province à l'époque. Moi j'avais cette image du policier très gentil, très respectueux, et je me rappelle que dans la file d'attente avant le match, on sent de l'électricité. Et c'est CRS avec l'accent du Sud qui nous charrie et dit de toute façon vous gagnerez jamais, c'est un club italien, vous allez perdre. Et moi ça me remonte mais comme un coucou, et puis j'ai plein de souvenirs de ce match, la fameuse banderole avec une insulte pour Risto Stoïkov, et puis une énorme banderole devant les joueurs quand ils rentrent, Bienvenido all'Inferno. Et c'était vraiment mon premier gros match électrique et qu'on gagne en plus. Donc c'est qualification avec les buts de Rai notamment. Exactement, et c'est un grand souvenir là-dessus, avec des retournements dans le match, puisqu'il me semble qu'il y a une cagade de Lama à un moment, on n'y croit plus trop, puis finalement ça revient, ça pousse, et c'est des moments incroyables. Le stade chavire, on n'a pas la notion de sécurité comme il y a aujourd'hui, et je me souviens que c'est un des seuls matchs que j'ai vu où tous les gens étaient debout pratiquement tout le match, quoi. Et ça fait partie vraiment de ces matchs qui m'ont marqué. Un autre, c'est le fameux PSG JTU à Bucarest, où j'avais pas prévu d'y aller. Pour moi, c'était un match facile. Et puis finalement, il se passe ce qui se passe. Il y a un problème administratif. C'est Laurent Fournier qui devait pas jouer le match aller et qui finalement on fait jouer, ce qui paraît fou pour un club pro. Et on perd sur tapis vert 3-0, je crois, le match. Et autant dire qu'on donnait pas cher de nous. Et c'est un match qui est important pour moi parce que y a des grands joueurs dans l'équipe, notamment Leonardo, qui pour moi est assez symptomatique parce qu'il a pas joué tant que ça au PSG. Une saison. Et oui, et il a marqué énormément de monde. Et il y a ce fameux match où le Milan accepte de nous le laisser encore pour jouer ce match-là. En tout cas, c'est la belle histoire que je veux croire. Et derrière, je suis juste au-dessus des supporters du JTUA parce que je débarque le soir même, je prends une place au marché noir et je me retrouve juste au-dessus d'eux. Donc à côté d'Auteuil, puisque à l'époque, ils étaient à la droite d'Auteuil, les supporters adverses. Et c'était pareil, un match incroyable. Tout le monde, toute la journée, me disait ils y arriveront pas. Et finalement, on fait partie de l'histoire, quoi. Est-ce que tu as déjà été abonné au Parc des Princes ? Alors oui, j'ai été abonné, mais beaucoup plus tard. Parce qu'il se trouve que j'avais un champ amical et un champ social qui n'était pas hyper fan du PSG et du foot en général. Et moi, l'idée de m'abonner seul, j'ai jamais eu cette accroche-là, en fait. Et un jour, pour mes études, je suis en Angleterre, c'est bien plus tard, parce que moi, je suis abonné sur les saisons entre 2000 et 2002, 2 années d'affilée. Et j'ai un ami qui me motive et qui me dit, écoute, j'ai très envie de m'abonner. Et je dis, écoute, moi aussi, ce sera la première fois. Et donc, on a été abonnés. Alors, c'était pas les plus belles des années, mais on a été abonnés en Boulogne parce que Auteuil était déjà plein. Il se trouve qu'il y a des places en Boulogne, c'est les moins chères pour les étudiants. Et donc, je passe 2 années dans cette tribune, dont la 2e année seule, puisque mon pote, après, part en province. Mais j'y ai pris goût, donc je m'abonne pour cette 2e année. Et ça a été 2 années super à vivre tous les matchs. C'était juste incroyable, quoi. Et après, du coup, tu t'arrêtes parce qu'effectivement, tu peux plus y aller. Après, il y a les études, des déplacements à l'étranger, puisque je pars vivre 1 an en Irlande. Je reviens, j'ai un travail dans l'hôtellerie-restauration qui fait que généralement, c'est difficile d'avoir des créneaux. Acheter un abonnement pour être dégoûté, pas pouvoir aller au match à chaque fois, c'est un peu compliqué. Par contre, ça reste une époque où les tarifs sont accessibles, c'est encore possible d'avoir des places. Et j'y vais très régulièrement les week-ends dans différentes tribunes. Ça me permet de faire le tour du Parc des Princes, de découvrir différentes ambiances. J'ai même la chance des fois d'aller dans la fameuse tribune Auteuil qui m'attirait tant. Et c'est vrai que pendant, on va dire, 10-15 ans, j'ai été énormément de fois au Parc des Princes. En tout cas, jusqu'à que les Qataris arrivent où l'âge avançant, l'évolution du football, le prix des places fait que j'y ai été beaucoup moins. Alors, tu as parlé de la tribune Auteuil qui t'attirait tant. Qu'est-ce qui t'attirait justement ? En tout cas, moi, dans mes souvenirs, la tribune Boulogne, c'est beaucoup plus ancien que moi. On a encore des gens qui ont une génération bien au-dessus. Faut pas se leurrer aussi. Moi, je vois des jeunes dans la tribune Auteuil. Ça m'a l'air beaucoup plus libre. C'est une tribune jeune qui se crée, qui donne sa place un peu à tout le monde.
qui est beaucoup moins politisé, parce que j'ai vu pas mal de choses pendant les 2 années où j'ai été abonné en Tribune Boulogne. Moi, je viens de banlieue, j'ai grandi dans une banlieue black blanc beurre depuis tout petit, donc je me retrouve beaucoup plus dans cette tribune où se côtoient des gens de tous les milieux sociaux, de toutes les origines. Et puis il y a cette fascination parce que il y a tous ces tifos, cette organisation, ces différents groupes, et il y a une envie de pouvoir pénétrer ça. Et je pense que si j'avais rencontré une bonne personne à ce moment-là, j'aurais très bien pu m'intégrer dans un groupe, m'investir à fond. Quelque chose que tu regrettes de ne pas l'avoir fait? Non, c'est pas un regret parce que ça a pas joué sur ma passion du PSG, ça m'a jamais empêché. Mais je sais que j'aurais pu être happé à ce moment-là. J'avais une passion dévorante. Il n'y avait pas une journée où je pensais pas au PSG. On s'est tous retrouvés dans une salle de classe à gribouiller sur un papier. Moi, c'était le logo du PSG. Tout ce que je pouvais trouver, chercher sur le PSG, sachant qu'on n'avait pas Internet, encore une fois, était basé sur le PSG. La moindre fanzine, la moindre... J'étais accro, complètement drogué au PSG. Qu'est-ce que c'est pour toi un supporter? C'est une question difficile, parce que moi, par nature, j'aime pas vexer les gens. Et je pense que y a autant de supporters que de gens qui sont abonnés au PSG. Moi, je pense que c'est un peu comme la religion, on y reviendra peut-être un peu plus tard, où il faut respecter. Chacun a sa manière de pratiquer, chacun a sa manière de gérer sa foi dans le club. Pour moi, un supporter, c'est quelqu'un qui a un club dans son cœur. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les nouvelles générations qui ont un club dans chaque pays. Pour moi, il n'y a qu'un seul club dans le cœur. Pour moi, être supporter, c'est les jours de match. Tu y penses dès le matin. C'est dans ton ventre. Tu penses qu'à une chose, c'est que la journée se finisse pour arriver à l'heure du match. Et puis, c'est une passion. Ça veut dire que ça prend une place dans ta vie. T'as ta famille, tes amis, et t'as le PSG, ton club. Et puis, c'est être supporter, c'est avoir des amis dans le monde entier. C'est un signe de ralliement. C'est des valeurs communes. Voilà. Pour moi, c'est ça, être supporter. Alors, t'es fan de football, du Paris Saint-Germain. T'es aussi fan de rugby et du Stade Français, je crois. Moi, en effet, mais je suis plus globalement fan de sport en général. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, parce que comme j'expliquais, nous, on n'a pas eu de transmission sur le sport. Par contre, on a eu une chance, c'est qu'on avait un père fan de cinéma, donc abonné de la première heure à Canal+. Et Canal+, c'est à l'époque, c'est tous les matchs, tous les sports, c'est même les Jeux Olympiques. Moi, j'ai une petite anecdote. J'avais des parents qui étaient de classe moyenne, qui avaient la chance de pouvoir nous emmener en vacances une fois en l'année. Et c'était une fierté pour mon père. Et je me rappelle qu'un jour, il nous réserve un appartement dans le sud de la France. Il est très content. Et nous, discrètement, il y a les JO d'Atlanta. Avec mon frère, on cache le décodeur dans une des valises. Et lui ne le voit pas. Parce qu'à l'époque, c'est pas par Internet, mais avec un simple décodeur. Et la première chose qu'on fait en arrivant à l'appartement, c'est même pas de regarder la mer. On branche le décodeur et avec le décalage horaire, ça commence dès l'après-midi. Et mon père est très déçu parce que lui, il va à la plage, ce qu'il n'a pas eu étant jeune. Et il comprend pas que ses fils veulent rester à l'appartement pour regarder le sport. Et en même temps, c'est un père et une maman très aimantes, donc ils comprennent. Et donc, on allait à la plage une petite heure pour leur faire plaisir. Mais si ça dépendait que de nous, on aurait passé les JO en l'appartement. J'ai eu la chance de profiter des derniers JO avec mon frère et le sport en général est quelque chose d'important. Et pour revenir à ta question, l'identité parisienne est très importante pour moi. Donc, qui dit rugby, dit après l'arrivée de Max Guazzini, qui relance le rugby en Île-de-France. Et notamment le Stade Français, où j'adhère totalement, avec un stade qui est comme par hasard juste à côté du Parc des Princes. Donc c'est pareil, je deviens passionné aussi à suivre depuis l'époque Guazzini, à me renseigner sur l'histoire du club. Et je me rends compte qu'il y a une vraie histoire avant également. Donc oui, ça fait partie de mes grandes passions aussi. Un des clubs omnisports les plus anciens de France. Exactement. Et alors, tu as parlé d'identité parisienne. C'est quoi l'identité parisienne que toi, dont tu es fier? L'identité parisienne et qu'on retrouve au Parc des Princes, moi c'est ce qui me plaît, c'est que par nature très peu de vrais titis, des gens qui viennent,
que ça soit eux ou à travers leurs grands-parents, de différentes régions, de différents milieux sociaux. Et je pense qu'on retrouve pas ça n'importe où. La plupart des clubs en province, en France, ont une identité qui peut être soit liée à des grandes usines qu'il y avait. Je pense à Sochaux avec Peugeot, où on a une grosse culture ouvrière. Lens, c'est pareil. On va avoir une autre culture à Marseille. Et la culture de Paris, c'est que c'est un melting pot. Et à la fois de classe sociale, à la fois d'origine, de gens qui viennent de différentes régions, qui ont adopté le Paris Saint-Germain. Et je crois que ça, c'est unique, quoi, en France. Du coup, oui, c'est la même identité que tu donnes au PSG, que tu donnes à la ville, finalement. Oui, elle représente la ville. De toute manière, je pense que le football en général n'est pas une spécificité. On essaye souvent de lui donner, de le mettre à l'origine des maux et du mal. Mais en fait, le football n'est qu'un catalyseur de la société et qu'une représentation de la société. Et comme je le disais, à Lens, le chant des corons, ça marque de l'histoire de la région. On sait que c'est un public très populaire, une des seules tribunes de supporters d'Ultra qui est en tribune équivalent présidentiel, plein axe du terrain. Et ça, c'est pourquoi ? Parce que c'est un public populaire qui est à l'image de sa région. Et Paris, de la même manière, est le Parc des Princes avec ses différentes tribunes en fonction des moyens. Ou quand t'es étudiant, généralement t'es en virage. Et puis petit à petit, tu vieillis, tu te rapproches un peu plus du centre. Quand t'as la chance d'aller en l'éloge, tu vois bien que c'est pas du tout le même milieu social. Hein. Donc oui, l'ADN, c'est ça, c'est que c'est Paris. Alors ton frère, t'as un petit frère qui du coup vient de la même ville que toi, mais il supporte pas les mêmes équipes. Exactement, j'ai un frère qui a 2 ans et demi de moins que moi et qui très vite, lui, s'est entiché de l'Olympique de Marseille. Ah bon ? Je pense qu'on peut croiser à la fois, comme beaucoup, le fait que il commence à s'intéresser au foot à ce moment-là. Jusqu'en 93, c'est quand même le club en France qui rafle énormément de titres, qui gagne la première Coupe d'Europe. Et puis derrière, il y a je pense une volonté de se démarquer de son grand frère aussi. On sait tous, sans vouloir faire de la sociologie de bas étage, qu'il y a différentes phases avec un grand frère. On essaye de le copier au début, puis après on a besoin de se différencier, de trouver sa propre identité. À tel point qu'il a été jusqu'au bout, parce qu'en rugby, lui, c'est Toulouse. Donc tu vois, c'est l'Olympique de Marseille et Toulouse. Ah, c'est vraiment une opposition fratricide en fait. Ça a été très compliqué pendant plusieurs années, parce que forcément, t'es jeune, ta passion, tu la maîtrises pas. Tu la maîtrises avec l'âge, tu comprends un peu plus, tu arrives à réguler tes sentiments, mais ça a donné lieu à des scènes comme tu peux l'imaginer dans un petit 4 pièces qui était très compliqué, énormément d'anecdotes à tel point que ma mère a dû jouer les arbitres, puisque tu imagines bien qu'un PSG Marseille à la maison avec 2 personnes de 2 ans et demi d'écart, y a plus de frères qui comptent, ça finit en pugilat à chaque fois. Avec un grand frère qui a souvent l'ascendant, c'est normal, 2 ans et demi de plus, mais à tel point que ma mère fixe une règle qui est les PSG Marseille, c'est l'équipe qui reçoit, et c'est celui qui a le droit de regarder le match. L'autre, soit il est en sa chambre, soit il trouve un autre endroit pour regarder son match, mais interdiction sinon, et c'était sa manière à elle, c'était notre CRS à nous, quoi. Alors, c'était un affrontement physique ou intellectuel ? C'était intellectuel, et le but du jeu, forcément, celui qui gagnait, il charriait l'autre, et ça dérivait généralement sur des jets de projectiles dans le salon, et puis invariablement sur de la bagarre, quoi. Donc c'était très compliqué, ce qui est très marrant aujourd'hui, parce qu'on est très proches aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs amis, mon frère, aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça a donné lieu à beaucoup d'incompréhension. Je me rappelle également quand Marseille descend en Ligue 2 derrière, j'utilise toute ma force de grand frère pour lui dire « Allez, viens avec nous, t'as le club à côté, ils remonteront jamais. » Et là, je dois le respecter. C'est là où j'ai appris à le respecter, c'est qu'il a jamais rien lâché. Et qu'à un moment, tu te dis, il a sa passion, il faut la respecter aussi. Et tu fais avec. Et puis aujourd'hui, il faut encore qu'on fasse attention, ça irait pas aux mains. Mais par contre, ça peut envenimer une soirée ou un discours. Je me rappelle pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 ans, on est partis en vacances ensemble l'été. On était à la montagne à Tignes et tout se passe bien sauf un soir où on part sur un débat de football Paris-Marseille. Et on n'a pas vu le repas passer, quoi. Et les gens ont passé leur temps à nous regarder et les serveurs à nous demander de nous calmer, quoi.
C'était dans le resto, Oui, dans le restaurant. en pleine vacances. Il y avait un débat, je crois, sur la qualité des centres de formation, alors qu'il n'y a même pas débat pour Entre moi. Paris et Marseille. Il n'y a même pas D'accord. débat. Effectivement. Mais ça a dévié, et puis c'est des débats enflammés. C'est Mm. quelqu'un de passionné aussi. Donc, Vous êtes tous les deux avec des forts caractères. Mais heureusement, on n'en vient plus aux mains. Heureusement. Heureusement. Du coup, il gagne plus souvent aujourd'hui en rugby qu'en foot. Oui, forcément. Même si on a eu notre période au Stade Français où j'étais content. On leur mettait les raclés Tout à fait. et il y avait une grande joie par rapport à ça. Alors, la différence entre lui et toi, c'est que finalement, lui, il vit sa passion à distance, en fait, avec Toulouse, avec Marseille, alors que toi, tu as pu la vivre en direct. C'est quelque chose que tu aurais pu faire à distance, comme ça? C'est compliqué, je pense, et en même temps, je me suis souvent posé la question, parce qu'on est beaucoup sur une question de chance. De la même manière qu'on ne décide pas dans quelle classe sociale on est ou dans quel pays. Moi, je me suis souvent mis à la place même de villes qui n'ont jamais eu de club en Ligue 1 ni en Ligue 2. C'est quand même très compliqué d'accrocher. On parle très peu de ton club. Alors, tu peux avoir cette envie-là, mais je me suis souvent dit que oui, c'est possible de se projeter. Et puis, il a rattrapé son retard de plus. Il fait régulièrement des déplacements, puisque c'est un déplacement forcément, même quand tu vas aller voir là-bas, que ça soit à Toulouse ou à Marseille. Mais ayant la chance d'avoir Paris et le Parc des Princes à côté de moi, c'était une évidence. Ouais. C'était pas possible. Tu supportes ta ville, le club de ta ville. C'est un peu ça dans ta... Pour moi, il y a ce côté identitaire et moi, je viens de la région parisienne. Et je te dis, quand j'ai réalisé qu'il y avait ce club à côté de moi, je me suis dit, mais je suis complètement fou, quoi. Pourquoi je l'ai pas vu avant et pourquoi j'y ai pas été avant, quoi. S'il n'y avait pas eu Georges Weah, alors? Peut-être que plus tard, parce qu'il y a quand même ce côté stade qui te parle, quoi. C'est un peu, on parlait de religion tout à l'heure, mais c'est un peu une personne qui a sa religion et qui peut jamais aller dans un lieu pour partager ça avec d'autres personnes qui ont les mêmes croyances que lui, quoi. Le Parc des Princes, c'est une cathédrale un peu. Mais oui, mais pour moi, Cathédrale bruyante. de toute manière, le PSG ou être supporter, pour moi, c'est entrer en religion, de toute façon. On a nos croyances, on a des manières différentes de vivre notre foi, on a notre lieu de rassemblement où on va célébrer notre cathédrale, on a nos bibles, ça peut être des fanzines, ça aujourd'hui ça serait des podcasts, ça peut être des émissions de radio, un journal. Pendant très longtemps en France, on avait avec l'équipe, hein, donc pour moi c'était la Bible. Il y avait France Football également qui faisait partie, et moi, c'est pour ça que je compare ce sport et la notion de supporter à une religion, en fait. On a même eu un pasteur et un messie. Pastoré pour ceux qui sont pas bilingues. Tu as parlé, ton frère faisait les déplacements pour les matchs à domicile de ses équipes. Est-ce que toi, tu as fait des déplacements pour le Paris Saint-Germain? J'en ai fait 2, une fois à Auxerre et une autre fois de mémoire, il me semble que c'était Reims. La problématique, c'est que j'en ai pas des énormes, des souvenirs transcendants. C'est-à-dire qu'il y a l'excitation d'y aller. Après, très rapidement, tu comprends que c'est quelque chose qui est quand même réservé à des gens qui se côtoient, qui ont des rites à eux, qui font partie de groupes de supporters, où on se le cachera pas, l'alcool est très présent, sans parler d'autres drogues. Et moi, je m'y retrouvais pas réellement. Et il y a eu le plaisir de le faire, mais j'avais pas mes marques, c'était pas mon stade. Il y a ce côté où j'ai vraiment compris ce que c'était qu'être supporter du PSG quand tu vas à l'extérieur, où t'es mal regardé, des insultes, j'y ai pas trouvé de plaisir en tout cas. Et ni le besoin après de me prouver et de le faire pour me prouver que j'étais un supporter en fait. Je respecte, j'ai énormément de respect, notamment pour ceux qui vont à travers toute l'Europe, les déplacements, qui sacrifient tous leurs revenus. Et parce que c'est ça, hein, faire des déplacements, faut l'entendre aussi, c'est accepter de faire une croix sur tous ses autres loisirs pratiquement, sur sa famille, sur sa... Il y a le jour de match, mais quand vous allez à Toulouse ou en Corse, il y a du déplacement, il y a du... Et moi, j'ai toujours eu cette chance aussi d'avoir une autre ouverture que le football aussi, même si ça prend une grande part dans ma vie. Mais j'étais pas prêt à faire ces sacrifices-là, en tout cas. T'as dit, tu n'as pas trouvé de plaisir à faire les déplacements. C'est que du plaisir le PSG ou parfois c'est autre chose? Ah, le PSG, mais c'est pour ça que je l'aime aussi. C'est une torture. Moi, je le compare souvent à un grand 8, quoi. C'est une fois que t'es dedans, y a des moments d'exaltation, des moments où t'as envie d'en descendre, mais tu peux pas parce que t'es en marche. Et puis, c'est des grands moments de joie. Et puis,
toujours ce plaisir, mais qui vient aussi de la manière dont est construite la France. Hein. On est quand même encore très centralisé sur Paris, et il y a ce côté seul contre tous, quoi. Et ça, on aime beaucoup ça quand on est supporter, parce que je suis pas aimé, mais je m'en fous, quoi. C'est ce qui fait notre marque de fabrique, et c'est ça que j'adore. Alors, t'as pas fait beaucoup de déplacements, mais par contre, tu regardes beaucoup de matchs dans les bars, et notamment dans un bar à Paris, dans le 14e arrondissement, pas très loin de chez toi, qui s'appelle le Perroquet, que je pense beaucoup de supporters parisiens connaissent, et les autres peut-être, allez-y pour connaître. C'est quoi ce bar ? Alors ce bar, c'est une petite pépite que j'ai eu la chance de trouver. Mais juste avant d'en parler, je fais une petite parenthèse. Moi, j'ai toujours eu cette chance. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai été travailler à l'étranger, en Irlande notamment, où tu captes pas, t'as pas encore Internet, mais j'ai toujours eu les moyens ou des gens de me permettre de vivre les matchs. En Irlande, c'est ma mère et mon père qui enregistraient les matchs et qui me les envoyaient en cassette vidéo. Génial. Et j'avais acheté un vieux magnétoscope là-bas à Dublin. Alors, bien sûr, fallait les regarder. Tu pouvais pas résister. Je connaissais déjà les scores, mais fallait que je voie les matchs. Et partout où j'ai été, j'ai toujours eu cette chance d'avoir un endroit. J'ai vécu à Nevers aussi. On peut pas dire que ça soit une ville de foot. La ville de foot la plus proche, c'est la JOCR, donc c'est pas vraiment la passion du coin. Mais pareil, j'ai trouvé un bar où le mec a pris l'abonnement juste pour moi parce qu'il me trouvait sympa. Et j'ai pu voir mes matchs de foot aussi. Et il se trouve que au cours de mon parcours professionnel, je finis par revenir à Paris et habiter à Paris. Il se trouve qu'à ce moment-là, je vis une période un peu difficile au niveau familial où mon papa est très malade. Je rentre de Nevers, il faut m'installer à Paris, trouver un appartement. C'est un autre coup de la vie que Nevers. Donc j'arrête tous les abonnements télé de foot. Et je me rappelle très bien, c'est un soir où on a PSG Arsenal en Champions League. Il y a 8 ans de ça à peu près. Et je rentre, je suis un peu déprimé, je suis fatigué par le travail, j'ai le papa qui est très malade et je me dis, de toute façon, en plus, je peux même pas voir mon match ce soir. Et la providence fait qu'à ce moment-là, je m'arrête, et je lève la tête et je découvre qu'il y a un bar du PSG. En tout cas, un patron de bar haut en couleur, un énorme fan du Paris Saint-Germain, et qu'à ce bar-là, et qui est à 200 mètres à pied de chez moi, quoi. C'est le rêve. Et je rentre dans ce bar et là commence une magie, puisque ça devient un peu mon Parc des Princes à moi après. Parce que on en reparlera peut-être, mais le coût exorbitant des places et puis une volonté politique de ma part de pas nourrir ça fait que je me retrouve un second Parc des Princes où je vais retrouver un peu les mêmes choses dans ce bar. C'est-à-dire, il y a une histoire, parce que je connais pas beaucoup de bars où vous allez avoir des photos de Daleb, vous allez avoir des photos de Suzic, et puis un patron qui vit pour ça, hein, les soirs de match c'est plein, et puis on va retrouver ce qu'on retrouve au Parc des Princes, c'est un peu la magie du 14e arrondissement à Paris, hein. C'est de toutes les classes sociales, des gens de toute origine, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient d'origine de pays, comme je disais, de classe sociale, et on va se retrouver. Le bar change de physionomie, hein, le reste de la semaine n'est pas du tout ordonnancé comme ça. Et ce soir-là, ça devient une nouvelle tribune du Parc des Princes, avec la possibilité de chanter, de crier, d'houspiller, de reprendre des chants, de partager des tristesses. Et c'est régulièrement, du coup, les mêmes supporters qui reviennent voir chaque match ? On a souvent, on va dire, 90% ce sont des habitués, où on va se retrouver que pour ces matchs-là. Où je sais même pas quel métier ils font, je sais même pas où ils habitent dans Paris, j'imagine dans le 14e. On devine aux vêtements la classe sociale de certains, mais on échange surtout sur le PSG. Et ce qui fait notre identité quand on se présente, c'est toi tu suis le PSG depuis quand, de se rappeler des souvenirs et puis de partager nos émotions, nos victoires, nos défaites. Et c'est vrai que les patrons de ce bar, Patrick et Maria, nous donnent l'occasion de, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou qui se retrouvent plus forcément dans le stade aujourd'hui, d'avoir leur place et de se retrouver. Parce que du coup, les patrons sont une famille, tous supporters du PSG. Ah, mais je pense que de toute manière, alors, ils ont 2 filles, hein, Océane et Anaïs, à qui je passe le bonjour, et qui n'ont pas le choix. Hein, de toute façon, elles sont nées dans le Paris Saint-Germain, elles sont nées à travers ça, et je pense que les photos le montrent, hein, depuis toute petite, et elles pourraient pas vivre sans ça non plus. Heureusement, elles ont d'autres passions, mais le PSG, on sait qu'il y a un match ce jour-là, quoi. Ça fait partie. Le Perroquet est un petit Parc des Princes finalement dans ce que tu décris. Exactement, et à tel point qu'on a même l'occasion d'être interviewé par des journalistes, puisque le mot se passe beaucoup. Moi j'ai vu des télés suédoises, des télés anglaises, la BBC venir m'interviewer à la mi-temps d'un match, et puis ce qui m'a causé quelques soucis aussi, hein, parce que forcément,
qui dit match de foot, dit bière, dit passion. Ou moi, je sors d'un match, je suis usé. Hein. C'est comme si j'avais joué. Tu rajoutes un peu d'alcool, t'es pas forcément présentable. Et quand t'es manager d'une équipe et que tu te retrouves à passer à BFM le lendemain sur tous les journaux de 7h à 9h du matin, tu t'affiches un petit peu, quoi. Donc après, tu décides de répondre qu'en radio, comme ça, t'es tranquille. L'avantage du perroquet, dans ce que j'entends, c'est qu'on peut regarder les matchs du PSG en direct et boire de la bière, contrairement au Parc des Princes. Oui, tu peux boire de la bière, tu peux sortir et rentrer comme tu veux. Voilà. Et puis, c'est pareil, comme au Parc des Princes, il y a un champ social dans ce stade où prime aux anciens, où forcément il y a de meilleures places pour voir le match, et plus tu progresses vers ces belles places, et plus tu es adoubé par le patron, et plus tu es reconnu de par ton ancienneté. Et... C'est pas premier arrivé, premier servi alors. Non, je conseille aux gens qui veulent découvrir ce super bar de réserver un match de Champions League au bas mot 1 semaine, 10 jours avant, mais vous serez très bien reçus avec des bons sandwichs. Traditionnels, pas des sandwichs surgelés, pas hors de prix, et avec des bières normales et où on peut consommer. Il n'y a pas que des bières, d'ailleurs, il y en a pour tout le monde, alcool, sans alcool, mais avec ce côté bistrot aussi, bistrot parisien, avec son comptoir, son bar et un vrai bistrot parisien. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour se sentir titi, quoi. Alors, j'y suis allé aussi voir quelques matchs et je sais que les toilettes sont pas mal aussi, mais on n'est pas obligé d'en parler. Non, j'ai envie de laisser la surprise aux gens. On vous conseille d'aller faire un tour aux toilettes. Dédicace à nos amis marseillais. Par exemple. Alors tu l'as dit, tu y es à peu près depuis 8 ans. C'est-à-dire que le Parc des Princes d'aujourd'hui, alors tu l'as un peu dit, les passes sont chères. C'est pas un Parc des Princes qui t'attire aujourd'hui? Ou le Paris Saint-Germain, c'est moins ça? Je suis très partagé sur l'évolution du Paris Saint-Germain, parce que moi j'ai connu les périodes difficiles. Moi je me suis vu sortir du stade sur certains matchs parce que je me sentais plus en sécurité, en tribune Boulogne, on va le dire, mais ça aurait pu être ailleurs. Je pense au PSG Galatasaray, je pense à tous les événements qu'il y a eu. Et je trouve pas ça normal qu'on puisse pas emmener son enfant en toute sérénité dans toutes les tribunes. L'image qu'il y avait faisait que pour moi il fallait agir. Pour moi c'est pas logique que des supporters d'un même club puissent s'entretuer. C'est pas logique qu'on parle plus de ça que... Et en même temps, c'est à l'image de la société, donc ça nécessitait de la régulation. Le problème, c'est que c'est comment que ça a été fait. Et j'étais content au départ de voir qu'on retrouvait une paix dans le stade, qu'un papa puisse emmener son enfant dans un virage sans payer une blinde. Et puis derrière, il y a tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire une uniformisation un peu à l'image de la société, un excès de contrôle. Moi, la dernière fois que je vais au Parc des Princes, moi, je suis quelqu'un qui me lève pendant le match. Et j'ai vite compris que j'avais le droit à 2 avertissements. Le 3e, on me sortait du stade. Je suis toujours fumeur. Et c'est vrai que j'ai connu une époque. Alors forcément, ceux qui sont non-fumeurs doivent être contents. Mais c'est ce côté d'interdiction et de contrôle constant. Je parle pas non plus du virage qu'on a pris avec les arrivées de Neymar et de Messi, où je me retrouvais entouré de supporters qui connaissaient rien au Paris Saint-Germain, qui étaient là que pour voir leurs 2 idoles. Et moi, ça me faisait très bizarre d'être avec des gens qui parlaient pas français. J'aurais été très fier s'ils étaient supporters du Paris Saint-Germain, mais en fait, ils l'étaient depuis 6 mois. Et puis eux, par contre, avaient le droit de se lever plusieurs fois pendant le match pour aller recharger leur carnet de frites à 15 € et ainsi de suite. Donc je m'y retrouve plus, il n'y a plus d'identité pour moi. C'est pas ta vision du football. Non, et en même temps, si un jour si le Parc des Princes devait plus être ce stade, ça serait compliqué pour moi, parce que ça reste quand même notre identité. Tu veux dire si le Parc des Princes ne devait plus être le stade du Paris Saint-Germain? Oui. Là, ça serait compliqué, j'aurais beaucoup de mal à accepter. Je pense que je serais supporter à vie, il faudra en faire beaucoup, mais ça peut faire partie de certaines de mes limites. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure des années, ma passion évolue. Je vais beaucoup moins au Parc des Princes, on va dire j'y vais 1 ou 2 fois en l'année. C'est plus pour emmener ma filleule et essayer de transmettre. Mais aujourd'hui, je continue à regarder les matchs, mais il y a une évolution, comme beaucoup de choses dans la société, où il y a un trop de matchs de foot, trop d'actualité dessus, ce qui fait qu'à un moment on a du mal à s'y retrouver. Et puis moi, le Parc des Princes, c'est plus l'espace de liberté que j'ai connu en tout cas. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais chargé de développement, c'est ça? Qu'est-ce que tu ferais toi aujourd'hui pour si tu étais Nasser par exemple ou directeur général du club, qu'est-ce que tu ferais pour développer le PSG? Ça commence mal parce que moi je commencerais par changer le président et donc Nasser.
Donc je conseillerais pas à Nasser, je conseillerais plutôt les propriétaires. D'accord. Leur expliquer que s'ils ne sont pas là pour le football, ils ont réussi leur opération, ils ont organisé leur Coupe du Monde, et qu'il est peut-être temps de laisser sa place. Je suis pas quelqu'un à qui ça fait peur. Si moi demain on m'explique qu'on redevient un club comme il a connu pendant 10 ans, le milieu de tableau, avec une mauvaise gestion, ça ne me dérangerait pas. J'ai énormément de problématiques avec nos propriétaires, que ce soit en termes de géopolitique, de conscience politique, où c'est quand même important, et puis ce qu'ils font du club, c'est-à-dire un produit de marketing. Je suis à la fois très fier de voir qu'on est un club où on vend nos maillots dans le monde entier, où on s'est beaucoup développé là-dessus, et il y avait besoin. C'est une certaine fierté. Et en même temps, il y a tous les à côté qui me déplaisent. Moi, je comprends pas qu'on ait autant de maillots en l'année, qu'on s'éloigne autant de nos couleurs. Alors, ils nous en font un pour nous faire plaisir une fois par an. Mais pour moi, c'est pas normal. Il y a des choses où on doit avoir des repères. Alors, je me demande toujours si c'est la personne qui vieillit que je suis qui commence, et je m'excuse pour la vulgarité, à être un peu vieux con. Mais en tout cas, oui, c'est ce que je pense. Et moi, ce que je lui conseillerais, c'est de revenir à quelque chose, puisque même un jeune aujourd'hui a besoin de repères, de choses traditionnelles. Je vais parler de Marseille, mais on a parlé il y a quelques temps où ils faisaient la chasse dans leur virage de jeunes qui portaient les survêtements de Chelsea. Je suis persuadé qu'on peut retrouver ça au Parc des Princes. Et ça, c'est pas anodin. C'est parce qu'ils n'ont pas de repères et qu'à un moment, il faut leur en donner. Et que si tu changes tout le temps, que tu uniformises, au bout d'un moment, ça peut pas fonctionner. Donc le premier conseil, ça serait de revenir à des valeurs et de comprendre qu'on gère un club de foot. Donc pour gérer un club de foot, il ne faut pas un prof de tennis ou ni un patron de chaîne. Il nous faut quelqu'un qui est dédié à ça et qui va comprendre le football et qui va s'occuper de ce club comme d'un club de football. Alors, c'était qui pour toi le meilleur président du Paris Saint-Germain dans l'histoire ? Moi, c'est celui qui m'a fait rêver parce que je l'ai vécu à ce moment-là. C'est Denisot. C'est quelqu'un qui était dédié au club, qui avait suffisamment d'intelligence pour savoir qu'il n'avait pas la connaissance suffisante pour prendre toutes les décisions, mais qui savait s'entourer et qui savait observer et écouter et comprendre et qui n'avait pas cet ego constant. Mais après, je reparle des Qataris, c'est normal, puisqu'il faut bien intégrer qu'ils ne sont pas là pour le football en priorité. C'est pas leur truc, donc on peut pas les juger de la même manière. Alors que Canal+, au-delà de ça, je pense qu'on avait un passionné qui s'y est attaché. Il l'a prouvé plus tard, ce président, en continuant à être investi en la Berrichonne malgré son âge, de Châteauroux, où il est toujours président d'honneur, il me semble. Au Paris FC aussi, il rejoint un petit peu l'équipe actuelle. Oui, je pense que ça attire beaucoup. S'il y a moyen de gratter aussi, je pense que voilà. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup pour l'œuvre qu'il a faite. Voilà. Très bien. Si tu devais me citer un entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est beaucoup plus récent, et c'est pendant les Qataris, c'est Unai Emery. Pourquoi ? Parce que, comme beaucoup de supporters, on court après le Graal, cette fameuse Champions League, la coupe aux grandes oreilles, et je pense que c'est lui qui s'en rapprochait le plus, sans vouloir parler des choses qui fâchent et de la fameuse remontada qui était tellement injuste. Je pense que cette année-là, on va au bout. Je me trompe peut-être, si on passe, tu veux dire. Oui, mais pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe cette année-là, et je pense qu'on va au bout, et c'est ce coach-là qui a réussi à faire de grandes choses. Son palmarès le prouve. Je sais que beaucoup pensent que c'est pas un entraîneur fait pour les grands clubs, mais je pense que ça dépend beaucoup de la manière où les grands clubs aujourd'hui traitent leurs entraîneurs. Voilà. Donc Unai Emery. Oui. Alors, je ne vais pas beaucoup parler de ça dans ce podcast, mais tu viens de parler de la coupe aux grandes oreilles. On a parlé de ton frère, supporter de l'OM. Il t'en parle des fois de 1993 ou il fait pas partie de ceux qui vivent 30 ans derrière ? Je pense que comme tout supporter de Marseille, tu peux être que fier de ça. Moi, on n'en gagne qu'une. Si je suis encore là dans 40 ans, je continuerai à en parler. Donc je comprends ça. Maintenant, c'est pas un argument chez lui. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris que ça fait presque 15 ans qu'il gagne pas de titre et qu'à un moment, il faut que ça vienne, quoi. Donc c'est ça qu'il attend. Et il regarde plus le futur que se poser sur le passé. Pour répondre à ta question, je pense qu'il fait partie de ces supporters qui, si tu lui proposes de regagner un titre et en échange, Paris gagne sa première Ligue des Champions, il signe demain. D'accord. Voilà. Ce qui est effectivement pas forcément le cas de tous les supporters de l'OM. C'était une parenthèse. Si tu devais me citer, alors tu n'as pas le droit de me dire Georges Weah du coup, mais si tu devais me citer un joueur du Paris Saint-Germain. Je ne vais pas tomber en la facilité. Je dis ça parce qu'il y en a forcément qui nous ont marqué, au Capitao, Rai. J'ai cité Leonardo, même s'il n'aurait pas resté longtemps, qui m'a marqué. On pourrait parler de Ginola, des Valdo,
tous ces joueurs-là. Mais moi, c'est plus une Madeleine de Proust. Et je pense que je vais en faire rire beaucoup, mais c'est Deli Valdés. Julio César Deli Valdés. Exactement. L'homme aux dents dorées. Et à cette fameuse bicyclette sous la neige à l'AS Saint-Étienne. Panama Gaulle. Il se trouve que exactement, si on se remet à l'époque, à nouveau, pas Internet, pas tous ces gourous qui nous font croire qu'ils ont des idées sur les réseaux sociaux, des tuyaux, ou tous ces agents qui utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui, où je suis saoulé par sa période des mercatos aujourd'hui, alors qu'avant c'était une excitation. On avait le France Football, l'équipe, un peu la radio, on avait les petits tuyaux, mais ça restait quelque chose de soft. Et moi, j'adorais les surprises. Moi, j'ai toujours été plus partisan du joueur qui arrive, qui n'est pas connu et qui devient star, que de la star qu'on achète. On y reviendra peut-être, il y a cette fameuse légende où pour moi, on me fait croire que le PSG, c'est que des stars, mais non, c'est pas que ça pour moi. Et c'est vrai que Julio César Deli Valdés, quand il arrive de mémoire d'Italie, de Cagliari, et c'est sur les saisons, alors j'ai pris ma petite note, 95-97. Alors en fait, j'allais te dire, tu as choisi le remplaçant de Georges Weah. Oui, j'ai un peu triché là-dessus, mais c'est vrai que on attend beaucoup et en même temps pas tant que ça, parce que encore une fois, c'est pas quelqu'un qui arrive comme un grand buteur annoncé, même s'il avait fait une ou deux belles saisons en Italie. Et il n'aura pas marqué l'histoire du PSG, hein. C'est pas quelqu'un qui nous aura fait gagner des milliers de titres. On a gagné la Coupe d'Europe. Oui. Alors, c'est pas celui qui était le plus grand des protagonistes. Je crois que c'est une trentaine de buts en 80-90 matchs, ce qui est pas si mal, hein. C'est un but tous les 3 matchs. Mais il y avait ce côté sud-américain qui, moi, m'a toujours porté. Et même si ça a fait rire des amis, je croyais énormément en lui. C'est notre nouveau bijou. Et il y a ce fameux but au mois de novembre ou décembre sous la neige à Saint-Étienne. J'y voyais, je vous l'avais dit. Bon, c'est très vite moqué de moi après, mais voilà, ça reste un joueur où ça représente cette époque où le mercato était quelque chose que j'attendais. Il avait lieu qu'en été, pas en hiver. Et c'était quelque chose, moi, qui me parlait énormément et que j'adorais. Je faisais avec un ami des petites listes sur une feuille de papier où on notait quelle équipe on imaginait, qui on voulait. Et c'était assez extraordinaire, quoi. Alors, tu en as beaucoup parlé depuis le début du podcast. Tu es amateur du Brésil, par ailleurs, du pays. C'est quand même le pays référence pour le football aussi. Grand passionné du Brésil, au départ par le football, j'ai expliqué comment, et puis après avec les années qui avancent, forcément, qui a Canal+ a la chance de pouvoir avoir des finales de super coupe intercontinentale. C'est là où je découvre Rai d'ailleurs pour la première fois réellement. J'en ai entendu parler, mais c'est là où je le vois jouer avec le grand São Paulo de l'époque. Et puis au fur et à mesure, par mon travail, je rentre dans l'hôtellerie-restauration, je suis féru de géographie et d'histoire, donc c'est un pays très jeune. Un des derniers pays à avoir officiellement aboli l'esclavage, qui se construit, qui a un héritage, qui était un pays qui avait été envahi pour l'esclavage justement, qui avait connu différentes influences. Et c'est intéressant de le voir évoluer, grandir. Et puis le football brésilien, le foot américain, c'est la folie, c'est le football que j'aime. Même s'il a un peu évolué et qu'il ressort un peu la tête de l'eau, parce que ces dernières années, c'était pas trop ça. Mais je reste abonné sur mes différentes applications et puis je suis notamment le club de São Paulo où j'ai été marqué par Raim. Puis j'ai eu cette chance de pouvoir y aller plusieurs fois, de vivre un match au Maracanã, d'en vivre plusieurs à São Paulo, enfin un match à São Paulo, 2 matchs au Maracanã, de vivre notamment un grand flaflu Flamengo Fluminense au Maracanã, et c'est juste extraordinaire quand tu as cette chance-là. Combien de personnes dans le stade ? Je parlerai pas de ce qu'il y avait à l'époque. Officiellement, on est sur un stade qui comprend à peu près 90 000 personnes, mais il faut savoir que la notion de sécurité et de contrôle au Brésil est assez large. Voilà. Et alors des souvenirs de ce match un peu plus précis ? C'est juste incroyable. Moi, j'étais habitué de tribune, mais c'est une électricité, une tension qu'on sent, à tel point que moi j'ai une place qui est prévue dans une tribune que je trouve un peu trop calme. Donc j'arrive à me faufiler, à échapper un peu à la sécurité, à rentrer dans un virage, mais où je reste pas plus d'un quart d'heure, parce que je suis plus préoccupé par ma sécurité à moi, et je me retrouve bloqué sur un parapet en béton sur le côté, où au moindre mouvement de foule, je peux me retrouver au-dessus. On me voit pas là sur le podcast, mais bon, je fais 1m70, 70 kilos mouillés, donc voilà.
voilà, j'ai un peu de mal. Donc, à la mi-temps, finalement, je décide d'aller réintégrer ma place d'origine. Et puis, la chance et le Brésil fait que je vois une loge s'ouvrir avec la tribune présidentielle. Et je me retrouve en tribune présidentielle dans des fauteuils en cuir pour la deuxième mi-temps. Mais ce qui était vraiment très, très sympa. Et je compte bien en profiter dans quelques années, une fois à la retraite. Et je vais même jusqu'à prendre des cours de portugais pour le parler. Donc, je suis extrêmement passionné par ça. Ouais. Alors du coup, si j'ai bien compris, plutôt Rai que Neymar. Oui, je suis plutôt joueur de devoir, valeur. Même si, pour moi, Neymar, il y a des circonstances atténuantes. Je veux dire, c'est un symbole et il est symptomatique de cette société. C'est-à-dire quelqu'un qui représente beaucoup d'argent très jeune, à 12-13 ans, avec ses premiers contrats avec Nike. Un papa qui voit plus une tirelire qu'un fils. Et derrière, une problématique à voir la réalité des choses, à comprendre. Quand c'est pas difficile pour toi, bah, t'as du mal à estimer la valeur de ce que t'obtiens. On peut parler un petit peu de profil à la Ronaldinho, avec des joueurs qui gagnent très vite, tout très rapidement, qui arrivent très jeunes en Europe. Et puis derrière, qui ont du mal, une fois qu'ils ont tout gagné, à rester des joueurs de foot. Et ça fait bien longtemps qu'il n'est plus joueur de foot, malheureusement. Parce que c'est un génie à l'origine. Hein. Et Rai, donc, avec son grand frère Socrates, on revient à Sao Paulo. Mais c'est une grande famille. J'encourage les gens à aller se renseigner sur ce qu'était la démocratie corinthienne, où son grand frère a eu un rôle prépondérant avec ses coéquipiers pendant la dictature au Brésil. Il faut savoir quand même que c'est docteur Socrates, pas pour rien, hein, parce que c'est une personne qui avait eu des diplômes de docteur. Rai, c'est quelqu'un qui a poussé des études très loin aussi. On parle d'une famille qui était quand même avec un niveau d'études et qui a marqué l'histoire du Brésil. Ouais. Alors tu m'as dit le Paris Saint-Germain, c'est pas vraiment des stars pour toi, c'est ça ta définition? C'est pas que des stars. Pas que des stars. Voilà, on a souvent tendance à me dire le PSG c'est Payet, mais enfin on n'a pas vécu la même histoire. Moi, quand j'étais abonné au Parc des Princes, ou les années qu'on suivi, la dizaine d'années de disette, où ça a été très compliqué. Je vous passe les passages de billetterie haute. Alors, c'était plus du grand n'importe quoi. Je le vois plus comme un club avec des travailleurs qui deviendront des stars et qui accompagnent une ou deux stars. C'est pour ça que si on relie à aujourd'hui, je suis pas du tout mécontent du virage qui a été pris aujourd'hui. Moi, je me rappelle cette grande équipe qui a monté Canal+. Si on se rappelle bien, l'essentiel des joueurs recrutés vient de Brest, même si c'est un club à l'époque, c'est pas non plus le Real de Madrid, c'est pas des joueurs qu'on va chercher au Milan AC, c'est pas ça. Guérin, Le Gouen, Ginola. C'est cette génération-là. Alors, la seule folie qu'on fait, on va chercher 3 Brésiliens au Benfica. Ricardo, Valdo. Et Geraldao, il me semble, de mémoire. Et notre entraîneur, Arthur Georges Moustache. Donc, c'est vrai que c'est un peu la folie. Mais vous demandez à cette époque-là, très peu de gens qui les connaissent quand ils arrivent. C'est les spécialistes qui suivent le foot, puisque Benfica est un gros club, hein. Avec la fameuse main de Vata où ils étaient dans cette équipe à cette époque-là, pour certains. Valdo sûr, j'ai un plus de doutes pour Ricardo. Mais en tout cas, on avait cette culture de faire venir des joueurs et qui deviennent des stars au contact du Paris Saint-Germain. Et je pense que pour beaucoup de gens, l'esprit est biaisé par l'historique de création de ce club, hein, créé par des stars, entre guillemets, avec cet grand appel à la radio. Et puis derrière, Borelli, Echter, avec cette marque un petit peu. Et puis on ne pourra jamais enlever que Paris, c'est la Tour Eiffel, c'est le rêve. Mais je refuse de le caricaturer, de le résumer qu'à ça. Pour moi, c'est pas que ça, le Paris Saint-Germain. Pour toi, Jean Djorkaeff, Dominique Rocheteau, c'était pas les stars de leur époque? Si, c'était des stars de leur époque, et il faut se remettre dans le contexte aussi où ils ont besoin de monter un club très vite avec des anciens qui vont encadrer. Mais on a beaucoup de joueurs qui sont arrivés et qui n'étaient pas nécessairement des grandes stars. C'est un mélange en fait. Et puis dans notre histoire, je suis désolé, faute de moyens peut-être ou de mauvaise gestion, on a quand même eu, si pour vous une star c'était Laurent Leroy, si pour vous une star, ça l'est pour moi en mon cœur, c'est des joueurs qui se battaient comme des beaux diables. Mais je refuse de penser que le PSG c'est que de l'illusion et que de la star très technique. Même le grand PSG que j'ai cité, qui était pour moi mon équipe préférée et mon époque préférée sous Canal+, je suis désolé, pour encadrer les Valdo et autres, on a des Colletter, on a des Liasser, on a des Sassus, on a des besogneux à côté qui sont là pour accompagner les stars.
Si demain tu devais faire une équipe pour remplir un stade de 90 000 places en banlieue, tu mets des titis ou tu mets des stars? Moi, je reste persuadé qu'on s'identifie aux gens de sa région. J'en reste persuadé. Et tout dépend, en fait, pour te répondre, quel public tu veux dans ce stade. Si tu veux qu'il soit rempli de gens qui viennent du monde entier, aucun souci, mais des stars. Tu veux des gens qui s'attachent, qui soient là, qui vendent, qui neigent, quand leur équipe perd comme quand elle gagne. Il faut que les gens puissent se projeter et se reconnaître. Et ça, par contre, c'est une fierté. Quand on voit qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, et ça fait quelques années maintenant, est un des plus gros fournisseurs de joueurs professionnels en Europe. Et en équipe de France. Moi, c'est une fierté. C'est-à-dire qu'il y a un travail. Alors, c'est pas pour rien. On a la plus grosse région, la région d'Île-de-France, c'est un noyau et un vivier pour les recruteurs du monde entier. On dit qu'à l'époque, deux grandes régions, celle de São Paulo et celle de Paris. Mais c'est une fierté de bien l'utiliser. J'envoie un petit caillou à nos amis marseillais. Ils ont quand même une grande région. Ils sont incapables de sortir un joueur. Voilà. Ou alors un tous les 5-10 ans. Ils sont obligés d'aller chercher Adrien Rabiot. Sans commentaire. Sans commentaire. Pour finir, alors tu m'as cité pas mal de gros matchs que tu as vus dans les années 90. Tu pourras pas me les reciter, mais quel est pour toi le match qui t'a le plus marqué dans l'histoire du club? C'est difficile. C'est très difficile. Je pourrais citer la victoire en Coupe d'Europe, parce que ça nous a tous marqués. On avait ce sentiment d'être enfin reconnus à notre juste valeur et le travail payait. Moi, ce qui m'a marqué, et là où j'ai compris qu'on est vraiment devenu un grand, c'est les 5 demi-finales de Coupe d'Europe d'affilée, plus qu'un match. Ces 5 demi-finales de Coupe d'Europe, à l'époque de mémoire, il n'y a que 2 clubs qui l'ont fait d'affilée, c'est l'Ajax et le Real. Et quand tu rentres dans cette classe-là, pour moi, il n'y a pas de débat. Tu peux pas me dire, oui, à l'instant T, tu peux me dire ton club en ce moment, mais non, on a marqué l'histoire. Donc 1993-1997, et à la fin d'ailleurs le Paris Saint-Germain est premier au coefficient UEFA. Ah mais complètement, et c'est juste incroyable ce qu'on a réalisé à ce moment-là. Après moi j'ai des grands matchs, je pourrais citer le match retour à la Corogne, avec ce but de Djorkaeff. La demi-finale de Coupe d'Europe. Mais c'est, voilà, je citais tout à l'heure PSG Parme, PSG JTU1, c'est ces matchs. Après on en a eu aussi des grands, on parlait tout à l'heure de la remontada, mais le match aller pour moi... C'est incroyable, jamais je peux m'y attendre. Et ce 4-0 et surtout la maîtrise de l'équipe d'Unai Emery ce jour-là, elle est sidérante. Il n'y a pas photo, on s'impose comme un grand, quoi. C'est pour ça que tu penses que cette année-là, on peut aller au bout si jamais il n'y a pas la remontada. J'ai pas beaucoup de conviction là-dessus. J'aime pas trop projeter et refaire les choses, mais j'en reste persuadé. Ouais. Avec Drexler, Di Maria, Lucas, Pastore. C'est pas ça, il faut voir l'alchimie qu'il y a et la maîtrise qu'on a. Les joueurs, tout le monde est dans un collectif. On a un entraîneur qui est un des plus doués de sa génération pour moi. Voilà, pour moi, c'est les ingrédients indispensables. Un gros collectif, pas oublier qu'on fait un sport collectif. Je connais pas une équipe qui a gagné grâce à un joueur. Enfin, pas pour moi, on va pouvoir me citer des exemples, mais même par exemple le grand Maradona avec Naples, qui a que des chèvres autour de lui, oui. Mais c'est des chèvres qui sont prêts à crever pour lui et qui sont loin d'être des mauvais autour, certains sont des bouchers, mais c'est surtout des joueurs de devoir. Et c'est le collectif qui fait gagner. Si tu avais un mot de la fin à adresser à qui tu veux, ce serait quoi? Moi, je souhaite encore une longue vie au PSG, qui passe pas forcément par les Qataris. Je reste persuadé que j'ai encore de très belles années devant moi à vivre avec le PSG. Quand je dis des belles années, c'est pour vivre des belles années, il faut en vivre des mauvaises. Moi je pense qu'on repassera par des périodes où on fera des ventres mous, où moi je me rappelle d'une joie immense, c'est Amara Diané qui nous sauve. Je veux dire, c'est aussi ça un club, c'est d'en passer par là et de se dire moi j'y étais et ça je l'ai vu et j'ai hâte que ça nous arrive et qu'on puisse retrouver le goût d'une victoire de championnat, parce que même si c'est quelque chose qui me parle, faut jamais le sous-estimer. J'avoue que qui ne perd pas a du mal à comprendre le goût de la victoire en fait. T'as plus le goût aujourd'hui de la victoire en championnat ou en Coupe de France? Je l'ai parce que je mesure ce que c'est. Parce que justement, j'ai connu des périodes où je sais ce que c'est et ce qu'on est en train de marquer pour l'histoire. Un club aussi jeune qui se retrouve. Mais je ne serais pas contre un championnat beaucoup plus dense, avec des équipes plus fortes, que ce soit Lyon, Marseille. Ça nous aiderait et puis ça nous permettrait de beaucoup plus apprécier ça qu'un championnat qui est gagné avec 20 points d'avance à la fin, quoi. On verra ce qui arrivera dans les années à venir. Et donc, longue vie au PSG, en tout cas. Merci Nicolas Seguin. Merci Benjamin.
Vous venez d'écouter Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.